Et c'est ça que je trouve assez terrifiant, c'est la façon dont chacun se renferme sur son identité. Ça déshumanise les victimes, à savoir que les Palestiniens, c'est pas juste des corps morts, c'est aussi des personnes, ce sont des humains, c'est une culture. Il va y avoir des termes comme génocide ou apartheid, donc c'est des termes qui sont historiquement marqués. Il y a un conflit aussi au niveau de la terminologie employée. Ce qu'on peut observer, c'est que les jeunes changent de manière de s'informer ou d'être en lien avec ce qui est politique ou relations internationales. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Upendo. Je m'appelle Mariama Diallo et je suis étudiante à Sciences Po Paris en master. Je suis ravie de vous retrouver chaque mois pour présenter Génération Z, une émission de débat qui donne la parole aux jeunes sur les questions de société. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes et de leur potentiel regain d'intérêt sur les questions internationales. On dit souvent des jeunes qu'ils ne sont pas vraiment intéressés par l'actualité et encore moins par l'actualité internationale. Mais qu'en est-il réellement ? Depuis le début de la guerre en Ukraine et avec les récents événements en Palestine, en Israël, beaucoup de jeunes décident de prendre la parole sur les réseaux sociaux à propos de ce qu'il se passe dans le monde. On va essayer de comprendre tous ces enjeux-là avec mes invités du jour. Youssef Murciano, je suis secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France. Niegele Bagayoko, je suis présidente de l'African Security Sector Network. Sarah Makoski, je suis étudiante en géopolitique de l'art et de la culture à la Sorbonne Nouvelle. Elisa Madar, merci pour l'invitation. Je suis étudiante en communication au CELSA, juive et attachée du coup à la question du conflit israélo-palestinien. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, et notamment d'un point de vue plus global, comment est-ce que vous expliqueriez le regain d'intérêt qu'il y a sur les questions internationales auprès des jeunes ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas un regain d'intérêt chez les jeunes. Je pense que les jeunes sont toujours intéressés aux questions politiques et internationales. Là, ce qu'on peut observer, c'est que les jeunes change de manière de s'informer ou d'être en lien avec ce qui est politique ou relations internationales, les guerres, tout ça. Enfin, on est dans une époque où on a envie de se connecter au monde, on peut se connecter au monde avec les réseaux sociaux et je pense que c'est ça qui donne cette impression de regain. Mais j'ai pas l'impression d'être moins connecté que mes parents ou quand ils avaient mon âge, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez ce ressenti également ou est-ce que peut-être ce phénomène ou cette impression elle est exacerbée par l'essor massif des réseaux sociaux ? Alors en tant que senior de cette table ronde, moi je ne pense pas que ce regain d'intérêt pour les questions internationales ne concerne que les jeunes. C'est quelque chose que l'on constate dans toutes les tranches d'âge. Depuis, en effet, la guerre en Ukraine, je pense que c'est vraiment un tournant. On voit très bien que toutes les émissions ou les pastilles géopolitiques ont un succès croissant parce que on se trouve aujourd'hui dans un monde de plus en plus anxiogène que l'on n'avait pas connu jusqu'ici. Moi, je fais partie d'une génération, je dis toujours, à laquelle on a légué la paix. Moi, j'ai le sentiment qu'on lègue, que ma génération, lègue plutôt un monde de guerre aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui suscite cet intérêt à la fois chez les grands-parents, chez les parents, chez les enfants ou les enfants tout petits, parce qu'il y en a aussi qui sont bien plus jeunes que vous, qui ressentent aussi ça. Donc voilà. D'accord. Et si vous voulez rebondir, n'hésitez pas. Mais peut-être pour rebondir sur un point que vous avez mentionné, c'est-à-dire le point tournant qui serait la guerre en Ukraine, est-ce que ce ne serait pas aussi quelque chose lié au sentiment au fait de se sentir concerné par une question d'un point de vue géographique ? Non, moi je ne le pense pas, notamment quand on voit la façon dont les Africains se positionnent encore aujourd'hui. J'entendais sur Radio France Internationale hier la chanson d'un rappeur qui parlait d'un 2 poids 2 mesures, de l'intérêt massif de la communauté internationale pour l'Ukraine et l'abandon de l'Afrique. Théorie à laquelle je ne souscris absolument pas. Au contraire, je déplore que sur le continent africain lui-même, on se trouve davantage face à un intérêt pour les questions internationales de type guerre en Ukraine, davantage que pour un intérêt sur les crises régionales. Moi, je lis très peu de choses au Sahel sur ce qui se passe en RDC, très peu de choses en Éthiopie sur ce qui se passe en RCA. Il y a justement, moi je trouve au contraire que tout le monde se polarise sur certaines questions internationales jusqu'à considérer comme moins important son propre voisinage, en tout cas sur le continent africain.
D'accord, vous avez mentionné le mot qui est très intéressant, polarisé. Est-ce que vous avez le sentiment, personnellement, que le débat se polarise autour des questions internationales en général? Et j'ai envie de prendre l'exemple notamment je vais appeler ça conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, personnellement, de pouvoir en parler librement? Ou est-ce que vous avez le sentiment que les débats deviennent très houleux rapidement? Comment est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ça? Je pense qu'il y a une énorme polarisation. Typiquement, par rapport au conflit israélo-palestinien, c'est très sensible. Je sais que j'ai abordé quelquefois, sans rentrer forcément dans la confrontation, le sujet sur mes réseaux sociaux. Et en fait, au sein même des personnes qui sont dans un même camp, entre guillemets, où il va y avoir une espèce de consensus, il y a des frictions parce qu'il y a des personnes qui vont considérer qu'on est trop radical, soit qu'on l'est pas assez. Donc il y a une polarisation, c'est-à-dire de deux camps, les pro-palestiniens, les pro-israéliens. Et au sein même de chaque camp, il y a aussi des scissions. Sur la question justement de la polarisation et du fait qu'on demande aux personnes de se situer soit dans le camp pro-palestinien ou pro-israélien, il y a une militante qui s'appelle Anna Souline qui était censée être avec nous mais qui malheureusement n'a pas pu finalement et qui défend l'idée qu'il faut promouvoir la paix et mener un combat toutes et tous ensemble en faveur de cette paix-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas forcément d'accord avec cette idée en pensant que la paix est bénéfique qu'à un seul camp, si je peux schématiser ça d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez que c'est une idée valable ou pas forcément? Du coup, juste pour rebondir sur la polarisation du débat, je pense que oui, je pense qu'on l'observe tous sur les réseaux sociaux notamment. C'est où on est pour, où on est contre. Il y a toutes sortes de conflits qui émergent sur les réseaux sociaux et c'est dommage, je trouve. Après, il y a des termes aussi qui vont être employés qui sont un peu forts, je trouve. Après, je considère pas être experte ou quoi du conflit et des termes qu'on peut poser, mais c'est vrai qu'il va y avoir des termes comme génocide ou qui peuvent être forts ou apartheid, donc c'est des termes qui sont historiquement marqués très très fortement. Les termes sont forts en fait, les termes employés sont forts et il y a un conflit aussi au niveau de la terminologie employée et c'est aussi pour ça que il y a des tensions, je pense. C'est aussi au niveau des termes du langage employé. Alors, moi, sur la polarisation, je trouve ça intéressant comme façon de voir les choses. En effet, il y a une polarisation autour du conflit israélo-palestinien. Je trouve que la polarisation, c'est une façon d'aborder une question complexe de façon très simple. C'est toujours plus simple de se polariser et c'est toujours plus compliqué de rentrer dans les détails, de comprendre que les choses s'enchevêtrent et qu'il y a des conflits. En effet, tu disais, à l'intérieur d'un même camp... il peut y avoir des scissions, etc. Et il se trouve qu'on a l'impression qu'il y a seulement deux camps, le camp pro-israélien, le camp pro-palestinien, alors que, oui, ce que dit Anna Souline de dire il y a un camp pro-paix, je pense que oui, on devrait tous tendre vers là, et là, en allant vers la paix, peut-être complexifier les choses, comprendre qu'à l'intérieur du camp pro-palestinien ou du camp palestinien, il y a des frictions, il y a des choses qui ne vont pas, il y a une organisation qui est pas forcément accepté par tout Gaza, tout l'intérieur de Gaza. Donc il faut réussir à saisir cette complexité, même à l'intérieur d'un État comme Israël, avec une démocratie assez vivante. On l'a vu ces derniers mois avant le conflit israélo-palestinien, avec beaucoup de débats en interne dans la société israélienne sur une question de place de la Cour suprême qui ressemble à la Cour suprême aux États-Unis, mais qui n'est pas du tout la même chose. Et donc comment va se placer cette Cour suprême? Est-ce qu'il va y avoir une révision constitutionnelle? On a vu des manifestations tous les samedis soirs, etc. Donc en fait, il y a une démocratie très vivante dans un pays qui peut ressembler à ce qu'on connaît en Europe. Et forcément, il faut accepter que dans une démocratie, il y a différents pôles qui vont s'affronter, même en interne, qui ne vont pas avoir les mêmes visions sur la guerre, la paix, le traitement des Palestiniens, le rapport aux voisins arabes, etc. Et donc, rentrer dans cette complexité, c'est déjà un premier pas vers la paix. Oui, justement, mais cette complexité, c'est vrai que pour pouvoir l'aborder, il faut aussi avoir les outils pour. Et c'est vrai que parfois, certaines personnes peuvent avoir comme outil crucial, essentiel, les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de personnes, des militants notamment, dénoncent le fait qu'il n'y a pas suffisamment de couverture médiatique à propos de ce qui peut se passer dans certaines régions du monde. Je pense évidemment à ce qui peut se passer au Congo, au Sénégal et dans d'autres régions en Afrique, et pas seulement d'ailleurs, aussi à Gaza. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait un manque, voire une absence
prétendue, éventuelle de couverture médiatique, ça peut expliquer le fait que des personnes prennent la parole sur les réseaux sociaux en simplifiant les propos et que ça peut représenter un contre-pouvoir face à des médias mainstream traditionnels qui ne le font pas forcément. Totalement. Déjà, il y a aussi ce truc d'algorithme qui fait qu'on est forcément confronté au même contenu et plus probablement aux personnes avec qui on est d'accord. Du coup, forcément, moi, je sais que par exemple, je vois beaucoup de contenu pro-palestinien et du coup, forcément, on a l'impression que tout le monde est d'accord avec nous, qu'il y a une forme de consensus. Sauf que, oui, c'est pas forcément le cas. Et en effet, il y a aussi cet effet un petit peu de trend. C'est-à-dire, typiquement pour ce qui se passe en Palestine, qui est un petit peu agaçant, je trouve, parce que ça vient justement simplifier le débat et ça amène aussi une forme de paresse intellectuelle, je trouve. C'est-à-dire que les personnes vont utiliser des sons, faire des playbacks en disant « je soutiens la Palestine », sans forcément aller plus loin ou sans forcément s'intéresser à ce qui se passe de manière plus concrète. Et en effet, ça monopolise en fait une attention, mais c'est une attention des fois que je trouve assez superficielle. On peut même dire qu'en regardant ces trends-là et en circulant dans différents comptes, on est déjà informé sur ce qui se passe en Israël et en Palestine, alors qu'en fait non, on n'est pas allé regarder vraiment ce qui se passe vraiment, les différents avis, exactement, faut lire. Il y a cette simplification-là qui est un peu en effet terrible, mais il y a aussi une volonté de laisser, je ne sais pas si c'est global chez les jeunes, mais une impression de rejet des journalismes mainstream, comme tu dis. Pour moi, alors cette focalisation sur le réseau social n'a pas vraiment de sens, en fait. C'est un médium, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a aussi des médias que vous appelez mainstream, qui les utilisent de plus en plus. Donc le réseau social n'est pas forcément l'instrument utilisé par les individus. Il est aussi utilisé par les institutions, par les États, par différentes sources d'informations professionnelles qu'on peut qualifier de mainstream, mais il y a aussi, et à mon avis c'est un volet auquel il faut s'intéresser beaucoup pour bien s'informer, la diversification des sources d'informations en regardant la presse locale notamment, qui s'exprime elle aussi sur les réseaux sociaux. Moi je sais que c'est un effort que j'ai été appelée à faire d'un point de vue méthodologique, parce que je me suis aperçue que j'étais critiquée parce que le contenu que je diffusais venait souvent justement de ce qu'on appelle les médias mainstream. Et aujourd'hui, c'est un travail que je fais au quotidien où j'essaye de trouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet les journaux nigériens qui peuvent s'exprimer, utiliser des agences de presse qui ne soient pas seulement françaises ou anglo-saxonnes, distribuer par exemple ce que peut faire l'agence turque, ce que peut faire Al Jazeera. Il y a certaines sources que j'utilise moins ou peu parce qu'on sait qu'elles sont beaucoup plus propagandistes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut faire attention à ne pas réduire ces polarisations dont on parle et ces simplifications, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur les terminologies qui sont utilisées. C'est pour ça que je me suis autorisée à rajouter le mot de terrorisme. Non pas que je conteste la qualification de terroriste sur certains axes, y compris ceux du 7 octobre, bien entendu, mais il faut se rendre compte que lorsque certains acteurs comme Amnesty, comme Human Rights Watch, quand ils sont pris à partie parce qu'ils ne veulent pas utiliser ce terme, c'est aussi parce que c'est une définition qui est toujours nationale, la définition du terrorisme. C'est pour ça qu'il n'y en a pas au niveau international. Chaque État qualifie un acte terroriste selon les règles de son propre droit intérieur. Donc ça renvoie aussi à ces difficultés, ce qui n'est pas le cas du terme de génocide, du terme de crime de guerre, du terme de crime contre l'humanité, dont me paraissait relever les attaques du 7 octobre, justement, mais je ne suis pas juriste. Donc voilà. Il y a une question très simple qui est liée à ça, mais que j'ai envie de poser pour les personnes qui ne se sentent pas forcément légitimes à prendre la parole sur les questions de relations internationales. C'est la question de la terminologie, de la sémantique. Il y a beaucoup de débats sur des termes qu'on peut utiliser ou non. J'ai fait le choix aujourd'hui d'utiliser le terme de conflit israélo-palestinien pour essayer de vous laisser la place justement de débattre à ce propos et pour rester assez général. Mais est-ce que vous pensez que lorsque l'on n'a pas forcément les outils pour savoir est-ce qu'il faut que j'utilise plutôt le terme de nettoyage ethnique, génocide ou quoi, est-ce qu'on peut quand même prendre la parole sur ces questions-là sans forcément avoir lu des articles de presse, des articles universitaires, des recherches de grands groupes d'institutions comme Human Rights Watch ou Amnesty International? Est-ce qu'on peut quand même s'intéresser ou prendre position sans avoir fait ce travail de fond? S'intéresser, c'est sûr. Prendre position,
En général, oui, pour prendre position, il faut faire des recherches, il faut Sans se avoir tous les outils. renseigner. Faut se renseigner. Par contre, pour cette question-là de ne pas avoir tous les outils, si on est capable d'entendre qu'on n'a pas tous les outils, de l'accepter, de prendre position et ensuite de réviser sa position en fonction du temps qui avance et de l'apprentissage des outils, comme on en parlait, par exemple de la terminologie, de la définition du génocide par le droit pénal international. Si je l'apprends et donc je l'ai, ça y est, je l'ai la définition, et ben je vais maintenant savoir si je peux utiliser ou pas ce terme pour parler des actes par exemple du Hamas sur Israël ou d'Israël sur les Palestiniens. Et donc là, dès qu'on a l'information, là on sait, il y a la question d'intentionnalité, voilà, en droit il y a cette question-là de l'intentionnalité. Est-ce qu'il y a une intentionnalité de faire disparaître tous les Palestiniens? Oui, non, en fonction de la réponse que j'ai, de l'observation, je peux savoir si je peux utiliser ou non ce terme. Donc c'est aussi couplé à un travail personnel de qualification soi-même. Et surtout d'entendre que si, une fois que j'ai la réponse, une fois que j'ai eu dans ma pratique du débat ou dans ma confrontation avec mes camarades à l'université ou quelque chose comme ça, une fois que je commence à avoir plus d'informations, plus de bagages, là je peux réviser ma position. Si je reste bloqué sur les positions que j'avais avant, quand j'avais pas d'informations, là c'est là où est le danger, c'est là où est la polarisation. D'accord. Donc c'est vrai que beaucoup d'images choquantes sont diffusées, notamment par le biais de réseaux sociaux, et non pas par des médias mainstream traditionnels, des images de corps en putréfaction, des corps gravement blessés, dans le but de sensibiliser le public à ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale. Sarah, tu as dénoncé sur tes réseaux sociaux ce phénomène comme étant du trauma porn. Est-ce que tu pourrais nous expliquer davantage en quoi ça consiste? Et surtout, vous toutes et tous autour de la table, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant dans une démarche de sensibilisation, de montrer de telles images pour rappeler à la réalité le grand public qui peut parfois oublier ce qui se passe à l'international, ou est-ce que ça peut avoir l'effet inverse? Alors du coup, le trauma porn, c'est un terme qui était assez global, qui désignait à l'origine un phénomène médiatique, mais maintenant on l'utilise plutôt pour désigner l'instrumentalisation des souffrances, en particulier des personnes non blanches et encore plus particulier les personnes noires, pour susciter de l'engagement, faire un peu du sensationnalisme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qui concerne beaucoup les Palestiniens, où on voit beaucoup d'enfants morts et d'images très choquantes. Et pour moi, ça sensibilise pas, parce que ça joue à nouveau sur cet engagement, sur ce sensationnalisme. On a envie ça touche à l'émotion, mais au final, je pense que ça a ses limites, parce que aussi on finit par s'y habituer. Je vais dire un truc horrible, mais ça va faire bientôt 1 an qu'on voit, enfin pas du tout, depuis le 7 octobre, que je vois énormément d'images très choquantes. Avant, ça me choquait beaucoup. Maintenant, ça me choque toujours, mais légèrement moins. On sent qu'il y a une désensibilisation, et aussi ça déshumanise les victimes. À savoir que les Palestiniens, c'est pas juste des corps morts, c'est aussi des personnes, ce sont des humains, c'est une culture, c'est une musique, c'est une langue, une gastronomie. Et c'est plus ça, à mon avis, qu'il faut mettre en avant, bien évidemment, en ayant conscience de toute l'horreur qui se passe actuellement à Gaza. Mais je pense pas que c'est en montrant ce genre d'images qui, à mon avis, sont... Enfin, après, c'est un petit peu un débat que j'ai eu aussi dans mes commentaires, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient que c'était mis en avant par les Palestiniens eux-mêmes. Typiquement, je pense à cette conférence de presse où c'était un directeur d'un hôpital, il me semble, qui avait réuni autour de lui tous les cadavres et qui avait brandi un enfant. Mais pour moi, c'est un acte tellement désespéré, et c'est pas normal, justement, qu'ils soient poussés à faire ça, comme si, en tant que personne non blanche, en tant qu'arabe, ils étaient obligés de prouver leur souffrance pour qu'on les croie. C'est un appel à l'aide, et c'est pas normal qu'on les pousse à ça, quoi. Et vous toutes et tous, est-ce que vous avez aussi l'impression que ça participe à une déshumanisation des personnes palestiniennes, et pas uniquement d'ailleurs, on prend cet exemple, mais il y a aussi beaucoup d'autres conflits à travers le monde, au nord Kivu, au Congo, au Sénégal, beaucoup de morts également. Est-ce que vous avez l'impression que voir des images choquantes de conflits, d'affrontements, voire de personnes mortes, ça contribue à sensibiliser, ou est-ce que ça peut contribuer au contraire à une désensibilisation, une déshumanisation des corps de victimes tout simplement? Sur la question particulière du 7 octobre, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que il y a énormément d'images qui ont circulé sur Telegram sur le massacre opéré par les terroristes du Hamas en Israël, dans les kibboutz qui entourent la bande de Gaza et qui sont frontaliers avec la bande de Gaza. Ces images-là, elles ont été produites, créées et diffusées par des terroristes du Hamas. Elles faisaient partie intégrante de leur propagande et de leur acte de terreur, que je considère être un acte de terreur. Ça veut dire, ils étaient dans une volonté d'effectuer ce massacre, de le publiciser,
de le montrer aux yeux de tous, etc., et de le faire circuler l'image pour accentuer, voilà, dans terrorisme, on entend la terreur, de faire peur. Pour accentuer cette peur-là, il y avait besoin de faire circuler ces images. Donc faire circuler les images quand on est, nous, en France, c'est participer peut-être à cette propagande, et donc il faut faire vraiment très attention avec ces images-là, ne surtout pas. Moi, je me suis, alors malgré le fait que j'ai continué à vraiment beaucoup me renseigner, ne jamais lâcher les informations sur ce qui se passe en Israël, ce qui se passe à Gaza, etc. Depuis 7 octobre, j'ai quand même coupé Telegram, qui est un réseau social où je recevais par dizaines des vidéos atroces que je pouvais pas regarder parce que déjà par respect pour les corps aussi, pour les morts, il y a dans la culture juive et dans la culture arabe aussi un respect à avoir dans pour toutes le les corps. cultures du monde, c'est vrai. je pense. Et là on parle c'est pour ça que je précise sur ces deux cultures-là. Et donc il y a une volonté, voilà, de respecter respecter les corps et respecter ces images-là. Et ne pas participer à cette propagande aussi, et donc ne pas les partager. Voilà. Après, sur la question, sur la question de l'appel à l'aide, j'entends aussi qu'il y a aussi une surenchère peut-être du côté occidental, en Europe, peut-être que les clients, voilà, de ces images-là ne vont pas être sensibles ou entendre la souffrance des autres parce qu'ils n'ont pas vu ces images-là. Et donc là, on est dans quelque chose de grave. On est dans un cercle vicieux qui va forcer les images à circuler. Et donc, il faut vite... moi, je pense qu'il faut ralentir sur la dose d'images violentes. Après, moi, je sais que le ressort de l'émotion est extrêmement puissant aussi. Et moi, je ne reproche pas aux personnes qui n'ont pas le temps d'aller lire des articles, de s'informer, comme nous, on peut avoir l'opportunité de le faire. Moi, à titre personnel, je me suis toujours beaucoup protégée des images, pas seulement pour ce qui se passe en Israël et à Gaza, à une échelle moindre. Il y a eu des atrocités commises au Sahel, il y en a encore aujourd'hui. Je ne regarde pas les images, mais ça ne m'empêche pas d'être avant tout mue dans mes réactions. L'identité culturelle est surtout très territoriale, si on regarde, devient la principale motivation qui suscite l'engagement pour des causes. Je m'explique. Si on regarde, quel est le moteur du conflit entre la Russie et l'Ukraine? C'est un enjeu territorial. Si on regarde l'enjeu aussi de ce conflit entre Israël et les Palestiniens, que moi je différencierais quand même du conflit entre le Hamas et Israël aujourd'hui. Il y a encore autre chose, je pense. Mais en tout cas, entre Israël et la Palestine, ou si on regarde ce qui se passe aujourd'hui au Mali, où il y a un conflit entre l'État central de Bamako et les groupes indépendantistes du Nord, il y a une unité derrière ces causes qui font qu'on va jusqu'à accepter des violations des droits de l'homme qui, pour moi, devraient indigner n'importe quel être humain, quelle que soit son origine, quelle que soit son appartenance. Et c'est ça que je trouve assez terrifiant, c'est la façon dont chacun se renferme sur son identité qui est essentiellement manifestée à travers des enjeux qui, pour moi, appartenaient au passé, se battre pour une terre, je le comprends, je le conçois, mais aujourd'hui que l'on puisse justifier pour certains les pires horreurs, moi je l'ai très bien vu sur les théâtres, sur lesquels j'ai travaillé, au nom de cette fierté nationale, de cette revendication de son appartenance, de sa souveraineté, de son honneur, c'est vrai que c'est quelque chose qui, à titre personnel, pour moi, est difficilement compréhensible parce que j'estime que l'idée, non pas de droits de l'homme, puisque malheureusement les droits de l'homme sont contestés en tant que tels dans de nombreux endroits du monde, mais celle de dignité humaine, elle est propre à toutes les sociétés du monde. Et je pense que c'est autour de ça, sans doute, davantage qu'autour de l'idée de paix, parce que malheureusement, souvent, pour arriver à la paix, on est bien obligé de faire la guerre. Mais en tout cas, placer la dignité humaine au-dessus de tout, c'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel aujourd'hui. Vrai, exactement. Et c'est tout un sujet, peut-être pour un autre épisode de cette émission. En tout cas, je vous remercie toutes et tous. C'est de très belles interventions respectivement qui vont, je l'espère, être utiles à nos téléspectateurs et téléspectatrices pour qu'ils et elles puissent se construire leur
leur propre avis sur ces questions-là. En tout cas, je vous remercie à toutes et tous d'avoir regardé cette émission et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Z. Merci à vous.